Le 19 mai 1999, Juan Mendez a entendu un cri dans le canyon. Et cela a tout changé. Juan Mendez connaissait chaque coude de la rivière Rio Grande dans le parc national de Big Bend mieux que les lignes de sa propre paume. Il avait 27 ans au printemps 1989 et sa 7e année en tant que garde forestier dans cette région accidentée du Texas avait déjà laissé les premières rides sur son visage, aussi profondes et imprévisibles que les canyons qu'il patrouillait. Chaque matin, alors qu'il mettait son chapeau d'uniforme à large bord, Juan repensait au jour qui avait changé sa vie à jamais. Il avait 12 ans lorsqu'il est resté assis toute la nuit sur les rives du Rio Grande, attendant que son oncle et ses cousins passent la frontière. Ils ne sont jamais venus. Une semaine plus tard, la patrouille frontalière a retrouvé leur corps dans le désert, hors des sentiers battus, sans eau, sous le soleil impitoyable du Texas. Les parents de Juan avaient franchi la frontière légalement 10 ans plus tôt grâce à la chance et au bon papier. Sa famille a eu de la chance, d'autres ne le sont pas. Cette simple vérité est devenue le fondement de sa vie. Big Bend ne pardonne pas les erreurs. Ce parc majestueux de plus de 1000 km² est un dangereux labyrinthe de déserts brûlants, de falaises abruptes et de canyons sinueux. Les températures montent jusqu'à 49 degrés le jour et descendent en dessous de zéro la nuit. Prédateurs dangereux, plantes vénéneuses, sentiers traîtres, mirages trompeurs, sans compter les personnes mal intentionnées pour qui la nature sauvage est une cachette idéale. Les anciens gardes forestiers disaient que le canyon avait gardé certains secrets pendant des décennies, mais parfois la rivière remonte à la surface. Des os, des armes, des objets perdus, des histoires longtemps enfouies sous le sable et l'oubli. Juan pensait que son travail ne consistait pas seulement à préserver la nature, mais aussi à protéger les personnes en quête d'une vie meilleure contre les risques de cette terre rude. Au printemps 1999, Juan Mendez ne savait pas encore que son parc familier cachait de sombres secrets qui allaient changer sa vie à jamais, et que certaines des découvertes qu'il ferait dans les profondeurs du canyon de Santa Elena seraient mieux enterrées sous le sable du désert de Chihuahua. Ce que Juan Mendez a trouvé dans le canyon de Santa Elena le 19 mai 1999 n'était pas un accident. Il réalisera plus tard que l'ancien symbole aztèque et les traces de sang dans le sable étaient le début d'une chaîne d'événements qui risquait de coûter la vie à de nombreuses personnes, dont lui-même. Juan a commencé sa patrouille à 5h30 du matin, alors que les premiers rayons du soleil venaient de peindre la bordure orientale du désert d'une couleur dorée. À cette époque de l'année, la température augmente rapidement, passant d'un confortable 18 degrés le matin à un 40 degrés l'après-midi. Il planifie les conversations radio avec les autres rangers pour 10h et 16h, sauf en cas d'urgence. L'équipement de Juan est le fruit d'une longue expérience. 4 litres d'eau dans des récipients thermiques spéciaux étaient attachés à sa ceinture et à son sac à dos, ce qui lui permettait d'y accéder même lorsqu'il se déplaçait sur des sentiers étroits. Un appareil GPS, une acquisition relativement récente du service des parcs, complète la carte topographique traditionnelle, protégée dans un étui étanche. Jumelles, trousse de premier secours, pile de rechange pour la radio, crème solaire, boussole, lanterne de signalisation, allumettes dans un emballage étanche, couteau, léger casse-croûte de viande séchée et de noix, tout avait sa place et sa raison d'être. L'itinéraire de la journée comprenait la partie orientale du canyon de Santa Elena, l'un des 3 principaux canyons du parc. Des parois calcaires verticales pouvant atteindre 500 mètres de haut ont créé un couloir impressionnant pour le fleuve Rio Grande, qui est devenu ici la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Officiellement, Juan vérifiait l'état des sentiers de randonnée et observait les animaux après une récente période de pluie. À 7h, le soleil est déjà brûlant et le silence n'est rompu que par le bruissement des habitants du désert et les rares cris des faucons qui survolent le canyon. Juan vérifie méthodiquement les repères sur la carte. Un troupeau d'antilopes fourchues broutait à bonne distance de la piste. Les traces d'un blaireau du désert croisent sa route. Dans un ravin rocheux, il repère des traces fraîches de serpents à sonnette et note dans son carnet de notes de prévenir les groupes de randonneurs. À 8h40, Juan atteint un point où le sentier descend vers l'un des rares hauts fonds accessibles de la rivière. Cet endroit se trouve à 4 km du point de passage officiel le plus proche. L'œil expérimenté du garde forestier a immédiatement repéré une anomalie, des empreintes de pas fraîches dans le sable menant à une étroite crevasse dans la roche où les touristes ne pénètrent normalement pas. Cette partie du canyon n'était pas indiquée dans les guides et la plupart des visiteurs du parc en ignoraient l'existence. Suivant son instinct de chasseur développé par des années de travail, Juan avance prudemment le long des traces. Les empreintes de chaussures appartenaient à au moins 3 personnes différentes et l'une d'entre elles, à en juger par la profondeur des traces, portait quelque chose de lourd. Quelque chose ou quelqu'un. La crevasse était plus large qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur et s'enfonçait d'une vingtaine de mètres dans la roche, formant une petite grotte. Parmi les rochers, Juan a trouvé des signes évidents d'une occupation humaine récente. Les restes d'un feu de camp, des emballages de barres énergétiques portant des étiquettes américaines et plusieurs bouteilles d'eau vides. Mais les découvertes les plus troublantes
sont les taches sombres sur le sable qui ressemblent à du sang séché et un morceau de tissu coincé entre les rochers. En examinant plus attentivement le site, Juan remarque un éclat de métal dans le sable. En le ramassant, il fut surpris de constater qu'il tenait une croix aztèque de Quetzalcoatl, un petit pendentif en argent avec un crâne au centre et des motifs de serpent sur le pourtour. Juan s'est immédiatement souvenu des récits de sa mère sur les anciens symboles aztèques et leur signification. Ces croix, disait-elle, étaient portées comme amulettes, surtout lors de voyages dangereux. Soudain, Juan sentit que quelqu'un le regardait. L'instinct du ranger se déclencha instantanément, il baissa lentement la main vers son holster et se tourna prudemment vers la sortie de la grotte. La lumière du soleil qui traversait l'anfractuosité l'aveuglait, mais il était sûr d'avoir vu un mouvement à l'entrée. Des profondeurs du canyon parvint un son semblable à un cri humain étouffé. Ou était-ce le cri d'un oiseau? Dans l'environnement acoustique complexe des canyons, les sons sont souvent déformés, trompant même les gardes expérimentés. Johan décida de vérifier. Serrant plus fort la crosse de son pistolet, il se dirigea prudemment vers la sortie de la grotte. À ce moment-là, 3 silhouettes apparaissent dans l'anfractuosité. 2 hommes armés de fusils automatiques et un troisième, apparemment leur guide, avec une machette à la ceinture. La réaction de chacun est la même, un instant d'arrêt à la vue de l'autre. Juan se présente comme un garde du parc national. Le plus âgé des hommes dit rapidement quelque chose aux autres en espagnol, trop doucement pour que Juan puisse l'entendre. Puis, ignorant la demande d'arrêt, les 3 hommes se sont retournés et ont disparu au coin du canyon. Il était contraire au protocole de sécurité du service des gardes forestiers de poursuivre seuls des hommes armés. Et Juan, après une seconde d'hésitation, décida de suivre les instructions. De retour à la base à 16h30, Johan rédige un rapport détaillé sur l'incident, comprenant les coordonnées de la grotte et une description des personnes suspectes. Son supérieur direct, le Chief Ranger Thomas Davis, examine le rapport avec son scepticisme habituel. En réponse aux inquiétudes de Juan, Davis se contente de hausser les épaules. Encore un groupe de clandestins qui utilisent le parc comme point de transit. Quant au sang et aux cris étranges, il ne se passe pas grand-chose à la frontière. L'un des membres du groupe a dû se blesser pendant la traversée. La patrouille frontalière a été prévenue, mais il est peu probable qu'une enquête plus approfondie soit menée. Ce soir-là, de retour dans sa petite maison à la périphérie de Terlingua, Juan examine longuement la croix qu'il a trouvée. Sa mère lui avait dit que les Aztèques pensaient que de tels symboles protégeaient leurs propriétaires dans son voyage vers l'au-delà. La croix avec le crâne était particulièrement appréciée parce qu'elle combinait les symboles de la vie et de la mort, lui rappelant la mince ligne qui les sépare. Déterminé à préserver sa trouvaille, Juan a caché la croix dans une boîte en bois où il conservait les quelques objets de famille. Le lendemain matin, 20 mai 1999, commença par des nouvelles inquiétantes. Un garde forestier signale qu'un jeune couple de randonneurs d'Austin n'est pas rentré d'une journée de marche dans la région du canyon de Santa Elena. Leur 4x4 a été retrouvé garé au début du sentier de randonnée, à 1 kilomètre seulement de la crevasse où Juan avait rencontré les tireurs. Le 15 mars 2002, la plus forte averse de la décennie s'est abattue sur Big Bend. L'eau a érodé la pente sablonneuse du canyon de Santa Elena et a apporté avec elle non seulement de la boue et des rochers, mais aussi un secret que Juan Mendez essayait de résoudre depuis 3 longues années. Un secret pour lequel des personnes ont payé de leur vie. Depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, la frontière avec le Mexique est devenue une zone très surveillée. Le nombre de patrouilles frontalières a doublé et les contrôles de documents ont été renforcés. Juan n'a jamais oublié les touristes disparus et la croix aztèque. Pendant 3 ans, il a poursuivi son enquête discrètement, à l'insu de ses supérieurs. Le couple Austin n'a jamais été retrouvé et les opérations de recherche ont été interrompues 2 semaines après leur disparition. Trop peu de ressources pour un territoire trop vaste. Les rapports officiels indiquaient présumé mort par déshydratation après s'être éloigné de la piste balisée. Mais Juan savait que ce jour-là, les traces dans le sable avaient pris une direction très différente. Patrouiller dans le canyon après une tempête de pluie ne faisait pas partie de sa description de poste. Mais Juan s'est porté volontaire pour vérifier l'état des sentiers de randonnée avant la réouverture prévue du parc. Les rivières et les ruisseaux de Big Bend ont un caractère qui leur est propre. Ils peuvent rester desséchés pendant des années et se transformer en torrents mortels en l'espace de quelques heures. Cette averse a modifié la topographie du versant est du canyon, faisant s'effondrer une couche entière de calcaire et exposant ce qui avait été caché aux yeux de l'homme pendant des années. À un demi-mille de la malheureuse crevasse où il avait trouvé la croix, Juan découvrit une cachette. Dans une petite grotte naturelle qui avait été emportée par une récente inondation, il y avait des sacs à dos, des chaussures, des vêtements, de petits objets personnels.
toutes les choses que les gens emportent habituellement avec eux lors d'un long voyage. En examinant méthodiquement chaque objet, Juan s'est soudain figé. Un petit jouet, un jaguar en peluche avec un œil de verre, était tombé du sac à dos à moitié détruit. C'était exactement le même jouet que son cousin Ramon avait eu lorsqu'il avait traversé le désert avec son père en 1984. La gorge du garde forestier se hérisse lorsqu'il ramasse le jouet usé, recouvert de sable et de coquillages que l'eau a ramené de la berge. La plupart des objets n'appartenaient pas à des Américains. Les inscriptions sur les objets étaient en espagnol et des cartes d'identité mexicaines mal conservées ont été trouvées parmi les documents. Cela aurait pu confirmer la version des supérieurs, à savoir de simples clandestins, s'il n'y avait pas eu une autre découverte. Un appareil photo coûteux et une tablette à dessin portant les initiales LK, les mêmes que celles de la touriste disparue d'Austin, Laura Klein. Les mêmes initiales que celles de la touriste d'Austin disparue, Laura Klein. Juan rassemble soigneusement tous les documents et petits objets pouvant servir de preuve. Il confirme ce qu'il soupçonne depuis le début. Il existe un lien entre la disparition des touristes et les groupes qui passent la frontière. Juan n'a pas fait part de ses découvertes à ses supérieurs. Il se rend plutôt dans la petite ville de Boquillas, du côté mexicain de la frontière. C'est là, dans une cabane délabrée de la périphérie, que vit son vieil ami Miguel Santos. Ancien guide pour des explorateurs américains, Miguel connaissait ces lieux aussi bien que Juan et avait des contacts des deux côtés de la frontière. Assis sur le vieux Porsche qui surplombe les falaises lointaines de Big Bend, Miguel examine longuement les découvertes de Juan. Puis il raconta ce que le ranger commençait déjà à soupçonner. Des rumeurs circulaient dans les villages frontaliers mexicains au sujet de personnes qui avaient pénétré dans le désert sans jamais en revenir. Au moins 10 familles pas des communautés environnantes avaient perdu des proches en tentant de franchir la frontière par le canyon de Santa Elena au cours des 3 dernières années. Toutes avaient été en contact avec le même groupe de guides qui leur avait promis une traversée en toute sécurité. Les gens du pays appelaient cela les fantômes du canyon. Ils disaient que le désert emportait ceux qui ne respectaient pas ses anciennes lois. Mais Miguel, qui avait grandi au milieu de ces superstitions, se doutait depuis longtemps qu'il ne s'agissait pas de malédiction. Les guides qui faisaient payer les désespérés jusqu'à la dernière goutte étaient probablement liés au cartel de la drogue qui empruntait les routes du parc. Qui peut garantir que les migrants n'ont pas été simplement éliminés pour qu'ils ne parlent pas des pistes secrètes? Et les touristes, ils auraient pu être des témoins accidentels. Ou bien, réfléchit Miguel, ils auraient pu être pris en otage pour obtenir une rançon. Les Américains qui traversèrent le parc étaient souvent issus de familles aisées. De retour du côté américain avec ces nouvelles informations, Juan tente d'intéresser son supérieur. La réaction de Thomas Davis était prévisible. « Ne faites pas d'histoires avec les clandestins, Mendes. Nous avons déjà suffisamment de problèmes. » Après l'attaque terroriste de l'année dernière, les autorités fédérales se creusent le nez, cherchant des terroristes à tout bout de champ. « Tu crois que quelqu'un se soucie des Mexicains disparus ?» Juan resta silencieux, fixant la photo du couple américain disparu, toujours accroché au tableau d'affichage du bureau du garde forestier. Ils s'en soucient, leur famille s'en souciait. Ces personnes méritaient justice, quel que soit le côté de la frontière où elles étaient nées. Juan a passé les 2 mois suivants dans les archives de Terlingua à étudier de vieilles cartes et des rapports géologiques sur Big Bend. Dans les années 1930, la région comptait plusieurs mines de mercure, dont la plupart avaient fermé dans les années 1950 en raison de l'épuisement des réserves et des conditions dangereuses pour les travailleurs. Nombre d'entre elles ont été inondées lorsqu'un lac artificiel a été créé après la construction d'un barrage en amont du Rio Grande. Dans les archives du département des mines, Juan a trouvé une carte de la mine Esperanza qui a officiellement fermé en 1943. La feuille jaunie indique un tunnel inconnu menant au canyon de Santa Elena, tunnel qui n'est mentionné dans aucun rapport contemporain. D'après les notes dans la marge, il avait été mis en veilleuse en raison de l'instabilité de la roche et l'entrée avait été bouchée. Mais une note manuscrite sur la carte indiquait « Accès possible par la galerie nord-est pendant la saison sèche ». En regardant la carte montrant le tunnel, Juan sentit que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Si l'entrée de la mine se trouvait près d'une partie peu profonde de la rivière, elle pouvait en effet devenir accessible en cas de sécheresse. Un endroit parfait pour se cacher, l'endroit idéal pour cacher des gens afin que personne ne les trouve jamais. Alors qu'il s'apprête à quitter les archives, Juan remarque une entrée dans le registre des visiteurs. Il y a 1 mois à peine, les mêmes documents avaient été demandés par un certain R. Cortés, un nom que Miguel avait mentionné comme l'un des guides liés aux disparitions de migrants. L'énigme devenait de plus en plus sinistre, mais Juan savait qu'il avait besoin de plus de preuves avant de pouvoir agir. Entre-temps, il devait attendre le bon moment. Peut-être que la prochaine saison sèche révélerait les secrets que le Rio Grande cachait.
La sécheresse de 2006 n'a pas seulement révélé les rochers cachés du Rio Grande, elle a également révélé les secrets que Juan Méndez traquait depuis 7 ans. Lorsque le niveau du fleuve a atteint son plus bas niveau historique, le garde forestier a compris que c'était sa dernière chance d'arrêter ce qui se passait dans les donjons du canyon de Santa Elena avant que le fleuve ne remonte et ne cache la vérité à jamais. À cette époque, Juan est devenu Chief Ranger, en remplacement de Thomas Davis, qui prend sa retraite. L'autorité que lui confère son nouveau poste lui donne plus de latitude, mais aussi plus de responsabilité vis-à-vis des autres rangers et des visiteurs du parc. Début mai, la station reçoit un rapport d'un berger mexicain. Alors qu'il rassemblait des chèvres de son côté de la frontière, il a découvert une structure métallique dépassant d'un cours d'eau peu profond, ressemblant à une entrée de mine avec des signes d'activité récente. Juan fait immédiatement le lien avec une carte de la mine d'Esperanza qu'il a trouvée dans les archives il y a 4 ans. Le niveau de l'eau avait enfin baissé suffisamment pour révéler ce qui était caché depuis des décennies sous le débit du Rio Grande. Conscient de la gravité de la situation, il réunit un groupe de 4 rangers sous le prétexte d'une expédition géologique. Une couverture officielle était nécessaire. Si les soupçons se confirmaient, ils auraient affaire à un groupe criminel organisé et non à de simples frontaliers. Le 21 mai 2006, exactement 7 ans après cette malheureuse découverte, le groupe de Juan se rend à l'entrée. En descendant la pente raide, ils aperçoivent un sas métallique, presque invisible de l'extérieur, mais manifestement utilisé récemment. Les charnières n'étaient pas rouillées et le sable présentait des traces de mouvements multiples. Après avoir ouvert le sas, le groupe se retrouve devant un tunnel étroit qui s'enfonce dans la roche. Le système de contreventement des murs indique que la construction des années 1930 a été largement renforcée par des matériaux modernes. Se déplaçant dans le tunnel à la lumière des lanternes, les Rangers ont parcouru environ 300 mètres avant d'atteindre une salle spacieuse qui servait autrefois de puits central. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur dépasse les attentes les plus sombres de Juan. Le long des murs s'étendaient des cages métalliques rappelant des cellules de prison. À l'intérieur comme à l'extérieur, des sacs de couchage, des restes de nourriture, des bouteilles vides. Dans un coin, il y avait un générateur diesel et à proximité, des menottes attachées à des corniches en pierre. Au fond de la grotte, ils ont trouvé une station de radio et des journaux avec des listes manuscrites de noms et de montants, ainsi que plusieurs magnétophones pour enregistrer les messages des captifs. Il était évident que les gens avaient quitté l'endroit à la hâte. Il y avait des restes de nourriture et des bouteilles d'eau ouvertes sur la table. La nouvelle de la découverte du berger a probablement commencé à se répandre parmi les habitants. L'un des gardes a découvert un dossier de documents. Il contient des listes de noms avec des montants allant de 5 à 30 000 $. Certains noms sont rayés, d'autres portent la mention « payé » ou « transporté ». Parmi les documents, on trouve des copies de passeports américains pour plusieurs personnes, dont un couple disparu d'Austin, et des documents mexicains. Dans une partie éloignée de la grotte, Juan a découvert un équipement vidéo avec une caméra pointée vers une paroi en bois avec une encoche pour une tête humaine, une configuration pour enregistrer une preuve de vie lorsqu'une rançon était demandée. La radio grésille soudain, un bateau de patrouille signale un mouvement suspect. Plusieurs véhicules se dirigent vers la mine du côté mexicain. Juan ordonne au groupe de rassembler tous les documents et de revenir immédiatement. Alors qu'ils sortent du tunnel, le groupe entend des voix s'approcher. Juan décide de prendre un couloir latéral qui, d'après la carte, mène à une sortie dans le canyon de Santa Elena. Après avoir emprunté des passages étroits, inondés par endroits par les eaux souterraines, les Rangers débouchent sur un puits de mine abandonné. En grimpant sur des échelles rouillées, ils se sont retrouvés dans la même crevasse où Juan avait trouvé la croix aztèque il y a 7 ans. Le cercle s'est refermé. 3 hommes armés les attendent à la sortie de la fissure. Parmi eux, Juan reconnaît R. Cortés, dont il avait vu le nom dans le journal des archives 4 ans auparavant. La confrontation tendue dure plusieurs minutes. Cortés propose un marché. Les Rangers partent avec les documents et lui et ses hommes disparaissent. Sinon, on saura que Juan a mené l'opération sans consulter les autorités. Juan comprend que Cortés bluffe par crainte d'être accusé d'enlèvement. Mais l'assurance du criminel en dit long sur ses relations avec les forces de l'ordre. Juan décline l'offre et exige qu'ils déposent leurs armes. Cortés sort son arme. Au cours d'une brève fusillade, l'un de ses hommes est blessé et le chef et le 3e pillard tentent de s'enfuir. Les 2 gardes forestiers restent sur place pour soigner le blessé tandis que Juan et son partenaire poursuivent les fugitifs. La poursuite aboutit à une grotte cachée sur la rive du fleuve. Cortés a été blessé et appréhendé et son complice s'est noyé en essayant de traverser le Rio Grande à la nage. Dans la grotte, les gardes forestiers ont trouvé 6 migrants, dont 2 enfants, menottés ensemble. L'un des garçons, effrayé et épuisé, tenait dans sa main une croix aztèque représentant un crâne, semblable à celle que Juan avait trouvée 7 ans plus tôt. Alors que les otages reçoivent des soins médicaux, une image sombre se dessine enfin. Cortés et sa bande utilisaient les tunnels pour faire passer de la drogue depuis des années. Au fil du temps, ils sont passés à une activité plus lucrative. Attirer les migrants en leur promettant un passage sûr de la frontière, puis les kidnapper pour obtenir une rançon ou les forcer à travailler pour les cartels. Des témoins occasionnels,
comme des touristes d'Austin, ont également été victimes de ce trafic. Juan était confronté à un choix, confier l'affaire à une agence fédérale, au risque d'un retour de bâton en raison de ses puissantes relations, ou faire justice lui-même. En regardant les survivants, en particulier le garçon à la croix aztèque, Juan a fait un choix. La justice ne doit pas avoir de frontières, tout comme le désert, dont il s'est toujours considéré comme le gardien, n'a pas de frontières. Au printemps 2007, le niveau du Rio Grande est revenu à la normale et les eaux ont à nouveau caché l'entrée de la mine abandonnée d'Esperanza. C'est comme si la nature avait effacé les traces du crime humain, mais le souvenir en est resté. L'enquête fédérale a duré près de 9 mois. Cortez a été condamné à la prison à vie. 3 fonctionnaires locaux impliqués dans la fraude attendent de leur procès. Grâce aux preuves recueillies par Juan, les autorités ont pu identifier plus de 30 victimes disparues au cours des 7 dernières années. Les noms de 17 d'entre elles sont inscrits à jamais sur une plaque commémorative en pierre à l'entrée du canyon de Santa Elena. Les familles d'un couple disparu d'Austin ont enfin des réponses, mais pas celles qu'elles espéraient. Leurs corps ont été découverts dans l'une des galeries abandonnées de la mine lors d'une opération de déblaiement. Juan rendait souvent visite aux garçons sauvés portant la croix aztèque. Lors de la recherche de sa famille, il s'est avéré que ses parents étaient morts en tentant de franchir la frontière. En octobre 2007, après des mois de démarches administratives, Juan est devenu le tuteur officiel de Miguel, âgé de 8 ans. Le garde forestier Mendez organise désormais des sessions de formation pour les nouveaux employés du parc, leur apprenant non seulement à lire les traces d'animaux, mais aussi les signes d'activité humaine dans le désert. La frontière n'est pas une ligne sur le sol, explique-t-il. C'est une frontière ténue entre la loi et l'anarchie, entre la vie et la mort, et c'est à nous d'être les gardiens de cette frontière. Par une chaude soirée de la fin novembre, Juan et Miguel patrouillent à cheval sur les rives du Rio Grande, tandis que le vieux ranger apprend à la nouvelle génération à respecter et à comprendre le désert. Le garçon serre doucement dans sa main la croix aztèque, qui n'est plus un symbole de peur, mais un rappel de survie. Le soleil se couche lentement à l'horizon, colorant de rouge les canyons de Big Bend. Pour l'observateur occasionnel, il ne s'agit que de 2 cavaliers dans un paysage majestueux. Mais pour Juan, ce moment signifiait bien plus que cela. Le cercle s'était refermé et l'histoire qui avait commencé par une perte s'était achevée par un gain. Mes amis, vous venez d'entendre l'histoire du garde forestier de Big Bend qui a découvert les sombres secrets du canyon de Santa Elena. Mais combien de mines et de tunnels similaires n'ont pas encore été découverts à notre frontière? Toutes les victimes ont-elles vraiment été retrouvées ou certaines sont-elles toujours portées disparues? Combien de victimes les recoins secrets de Big Bend cachent-ils encore? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a impressionné autant qu'elle m'a impressionné, soutenez la chaîne en l'aimant et en vous abonnant. D'autres histoires mystérieuses provenant d'autres parcs nationaux américains nous attendent dans les prochains numéros. À bientôt